Dylan Klebold, alias Vodka, en référence à la célèbre boisson alcoolisée. Mais aussi car dans Vodka, il y a DK, les initiales pour Dylan Klebold. Dylan Bennett Klebold est né le 11 septembre 1981 à Lakewood, dans le Colorado. Son père, Tom Klebold, était géophysicien. Sa mère, Susan Klebold, travaillait avec des adultes handicapés. Tom et Sue venaient de Columbus, Ohio, et sont allés à l'université de l'État de l'Ohio. Sue était issue d'une importante communauté juive là-bas, petite fille du défunt philanthrope et magnat de la construction Léo Yasnov, qui a construit le centre communautaire juif local à Columbus, qui porte son nom. Il avait un grand frère, Byron. Dylan a fréquenté l'école élémentaire Normandie à Littleton, dans le Colorado, pour la première et la deuxième année, puis a été transféré à l'école élémentaire Governor's Ranch, où il faisait partie du programme CHIPS, Challenging High Intellectual Potential Students, pour les enfants surdoués et talentueux. Au cours de ses premières années d'école, il a joué au t-ball, au baseball et au football. Il faisait partie des scouts avec son ami Brooks Brown, un garçon avec qui il était ami depuis la première année. Il rencontre Eric Harris à l'école Cancarell. Puis il est entré à Columbine pour sa 9e année avec Brooks Brown et Eric Harris. À Columbine, Dylan était très actif en tant que coordinateur son et lumière, ainsi que dans des productions vidéo et le Rebel News Network de Columbine High School. Il a fait quelques vidéos avec Nate, l'une des annonces du Rebel News Network, et une autre vidéo en novembre 1998 pour montrer au père de Nate où Nate vivait, allait à l'école, etc. Il a même été félicité pour avoir aidé pendant la performance de Rachel Scott pendant le spectacle Watch the Lamb. En effet, il y a eu un problème de musique. Dylan a pu fournir une bande de sauvegarde pour que le spectacle puisse continuer. Il est assistant informatique à l'école et a aidé à maintenir le serveur informatique. Il jouait régulièrement aussi au Fantasy Baseball. Il est décrit par sa mère comme un enfant drôle, aimant, sensible, joueur et intelligent, passionné de baseball et de cinéma. Juste, j'avais envie de jeter mes pensées. C'est une époque étrange, une vie étrange, une existence étrange. Comme je suis assis ici, je pense beaucoup. Pense. C'est toute ma vie. Juste des tas de pensées. Tout le temps. Mon esprit ne s'arrête jamais. La musique fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, excepté pour dormir. Juste des chansons que j'entends. Pas nécessairement bons ou mauvais, et pensées. Au trou du cul en classe de gymnastique, comment ils m'angoissent. Je pense à rouler en voiture, à ma famille, à mes amis, et les choses que je fais avec eux. Je pense aux filles, au fait que je sais que je ne les aurai jamais. Mais je peux encore rêver. Sa mère expliquera même que 3 jours avant l'assaut, Dylan aurait passé une soirée magnifique au bal de fin d'année avec son ami Robin. Dans la voiture, Dylan aurait tendu à sa mère une petite flasque d'alcool remplie aux 3/4 pour lui montrer qu'il avait été raisonnable. Il lui aurait dit « Je veux que tu saches que tu peux avoir confiance en moi ». Une phrase qui résonne encore dans la tête de Sue Klebold, sa maman. Dylan Klebold assiste au bal avec Robin Anderson le 17 mars 1999. Dylan y est allé en limousine avec 12 autres amis. Nate Dickman a déclaré aux journalistes que rien ne semblait inhabituel cette nuit-là, que tout était parfait. Nate a dit que Dylan avait parlé avec bonheur d'un avenir positif à l'université en Arizona, et il avait dit à ses amis que c'était ce qu'il avait vraiment prévu de faire de sa vie. Sa famille avait déjà déposé de l'argent pour un dortoir à l'université où il prévoyait de se spécialiser en informatique. De plus, toute la famille Klebold s'est rendue en Arizona le 25 mars 1999 pour choisir la chambre de Dylan. Dylan était vu comme un disciple de Eric Harris et que Eric avait une forte influence sur lui, en particulier après 1998. Il a également été dépeint par ceux qui le connaissaient comme un jeune homme qui manquait de confiance en lui
et douloureusement timide, mais qui n'était pas prompte à se mettre en colère. D'autres qui le connaissaient très bien ne le voyaient pas forcément ainsi, encore plus les mois précédant la fusillade. Dylan était connu pour jurer devant les enseignants et avait déjà été suspendu de l'école avec Eric et un autre élève pour avoir piraté l'ordinateur de l'école pour acquérir des combinaisons de casiers pour placer une note menaçante dans le casier d'un ennemi. Le père de Dylan lui a même une fois fait rendre un ordinateur portable volé à l'école. Un doyen expliquera qu'il a vu à plusieurs reprises Dylan et Eric dans son bureau et qu'il n'était pas terriblement choqué que ce soit eux qui l'avaient fait, car il avait vu le potentiel d'un côté pervers et une profonde colère en eux. Two years before he died, he wrote on a piece of paper in a notebook that he was cutting himself. He said that he was in agony and wanted to get a gun so he could end his life. I didn't know about any of this until months after his death. When I talk about his death as a suicide, I'm not trying to downplay the viciousness he showed at the end of his life. I'm trying to understand how his suicidal thinking led to murder. After a lot of reading and talking with experts, I've come to believe that his involvement in the shootings was rooted not in his desire to kill, but in his desire to die. He had a personality that was perfectionistic and self-reliant, and that made him less likely to seek help from others. He had experienced triggering events at the school that left him feeling debased and humiliated and mad. And he had a complicated friendship with a boy who shared his feelings of rage and alienation and who was seriously disturbed, controlling, and homicidal. Dylan fumait et buvait régulièrement et il se faisait harceler dans les couloirs du lycée. Il était dépressif et en détresse émotionnelle, comme nous le montre son journal intime. La mère de Dylan expliqua que 2 ans avant la tuerie, Dylan se mutilait et voulait une arme à feu pour se tuer. Sa détresse psychologique était importante. De plus, Dylan n'était pas du genre à demander de l'aide et préférait souffrir en silence. Dylan notera dans son journal: Oh mon Dieu, je déteste ma vie. Je veux vraiment mourir maintenant. Voyons ce que j'ai de bon. Une belle famille, une bonne maison, de la nourriture, quelques bons amis et des biens. Ce qui est mauvais, pas de filles, amis ou copines. Pas d'autres amis, sauf quelques-uns, personne ne m'acceptant, même si je veux être accepté. Je me débrouille mal et je suis intimidé. Dans tous les sports. J'ai l'air bizarre et je suis timide. Grand problème. Moi obtenant des mauvaises notes, n'ayant aucune ambition de vie, c'est la grosse merde. Il confiera dans son journal intime être tombé amoureux d'une fille qui peut-être ne connaît même pas son existence. Oh mon Dieu, je suis presque sûr d'être amoureux. Avec... Prénom effacé par la police. un prénom si étrange, comme le mien. Et pourtant j'aime tout d'elle. Son corps, son visage, presque parfait, son charme, son esprit, sa finesse, le fait qu'elle n'est pas populaire, ses amis que je connais, certains. J'espère juste qu'elle m'aime autant que je l'aime. Je pense à elle chaque seconde de chaque journée. Je veux être avec elle. Je nous imagine faire des choses ensemble. Le son de son rire. J'imagine son visage. Je l'aime. Si les âmes sœurs existent, alors je pense que j'ai trouvé la mienne. J'espère qu'elle aime la techno. Une personne qui a étudié son journal pense que ce passage est une réaction au fait que son meilleur ami soit en couple et que ce meilleur ami est Eric Harris. Plus tard, il marquera ces phrases. Celui que je pensais être mon véritable amour ne l'est pas. Juste une coquille de ce que je veux le plus. Le tour le plus méchant m'a été joué. Un faux amour. En réalité, elle s'en fout de moi. Ne me connaît même pas. Je n'ai ni bonheur, ni ambition, ni ami, ni amour. Dylan se plaignait de ne pas réussir à avoir le bonheur. Il se sentait seul, abandonné par ses amis, qui eux trouvaient l'amour. Il se sentait rejeté. Et son cerveau fonctionnait non-stop, ce qui l'emmenait souvent à ruminer sa douleur tous les jours et l'empêchait de se reposer ou de profiter. Devenu fataliste, il ne voyait que le suicide
pour arrêter sa peine. Un dieu que je suis. Tous les gens que j'aurais pu aimer m'ont abandonné. Mes parents me font chier et me détestent. Veulent que j'ai de putain d'ambition. Comment puis-je quand je suis saoulé et détruit partout? Je n'ai pas d'argent, pas de bonheur, pas d'amis. Eric va bientôt s'éloigner. J'en aurai moins que rien. C'est normal. Je voulais aimer. Je voulais être heureux et ambitieux et libre et gentil et bon et ignorant. Tout le monde m'a abandonné. J'ai de petits plaisirs stupides, mes soi-disant passe-temps et activités. Ce sont tout ce qui me reste. Notons aussi que Dylan se prenait aussi comme Eric pour un dieu, face aux autres humains qu'il appelait les zombies. Ce complexe de supériorité est une réponse exagérée au manque de confiance en lui qu'il traduit par un excès de narcissisme surjoué, pour essayer de se convaincre qu'il n'est pas un loser comme ce que les autres lui font comprendre. Il a ce complexe de supériorité pour faire l'opposition entre lui-même et les jocks, les sportifs de son lycée, peut-être pour essayer de se mesurer à eux et qu'il veut se sentir supérieur à ses harceleurs. Et Eric peut avoir ce même complexe pour ces mêmes raisons. Je pense trop, je comprends. Je suis Dieu comparé à certains de ces zombies inexistants dénués de cerveau, et pourtant leur action m'intéresse. Je suis comme un enfant avec son nouveau jouet. Mais je reviendrai plus tard dans la vidéo sur ce principe de compensation provoquant ce complexe de supériorité. Dylan, dans ses écrits, était moins colérique, plus romantique, plus rêveur. L'amour a plus de valeur que tout ce que je sais. Aimer, c'est entrer dans un achèvement de soi. Je déteste ceux qui choisissent de détruire un amour, qui le prennent pour acquis. L'amour est même plus grand que la vie. En cherchant l'amour, je sens que je ne peux pas le trouver. Jamais. Mais quelque chose me dit que je le ferai. Un jour. Quelque part. Comme mon amour me trouvera. Elle se sent comme moi en ce moment. Je peux le sentir. Nous serons inséparables, elle et moi. Nous serons libres d'explorer les vastes merveilles des étoiles pour descendre des chutes d'eau toujours plus longues. Et à travers les mers les plus chaudes du pur bonheur, pas de limite, pas de limite. Rien ne nous arrêtera. Quelques semaines à peine avant le massacre, Dylan a rendu un devoir scolaire violent au point que l'enseignant en a parlé à ses parents. Dylan aurait juste dit « c'est juste une histoire » et il n'y a pas eu de suite. L'histoire était celle d'un guerrier solitaire vêtu d'un trench coat qui a battu, poignardé, tué par balle un groupe de lycéens, puis a déclenché des bombes pour détourner l'attention de la police. Les Klebold ont coopéré avec la police de Denver immédiatement après le massacre. En plus d'autres preuves, la police a confisqué 5 bandes vidéo que les adolescents ont tournées dans le sous-sol de la maison d'Eric. On y voit Dylan, un jeune homme en colère qui craquait un fusil de chasse, qui voulait blesser les gens et le montrait dans ses mots et son langage corporel. Il avait des idées noires qu'il retranscrivait dans son journal intime. On y voit son mal-être et on voit des dessins assez glauques. Je sais que je suis différent, mais j'ai peur de le dire à la société. L'abandon possible, la persécution ne sont pas quelque chose que je veux affronter. Pourtant c'est si primitif pour moi. Je suppose qu'être soi-même signifie aussi faire connaître aux gens les pensées intérieures, pas seulement les opinions et les modes. Je serai libre un jour, au pays de la pureté et de mon bonheur. J'aurai un amour, quelqu'un qui est moi en quelque sorte. Un jour, peut-être, à travers cette vie, peut-être une autre, mais cela arrivera. Eric Harris, alias Reb. Rebel Doommaker, Reb Doomer ou Reb Domine. Des surnoms faisant un clin d'œil aux surnoms des équipes sportives de Columbine High School. En effet, c'est l'abréviation de Rebelle. Eric David Harris est né le 9 avril 1981 à Wichita dans le Kansas. Il est le fils de Wayne Harris, transporteur dans l'US Air Force, et de Catherine Harris, traiteur. Il avait également un frère, Kevin, qui avait 21 ans au moment de la fusillade. C'était un enfant très intelligent, il adorait pêcher avec son père et adorait le calme des montagnes et du lac. Il était décrit comme terriblement timide.
Il détestait échouer, ce qui traduit d'une profonde intolérance avec soi-même en cas d'échec. Eric Harris était doué en analyse, en mathématiques, en technologie et en gadgets, ordinateurs et dans les jeux vidéo. En 1989, la famille a déménagé à Oscoda, dans le Michigan. Un de ses professeurs le décrit comme un parfait petit élève adorable. Puis ils ont déménagé à Plattsburgh en 1992. Son père l'a motivé à rejoindre la petite ligue de baseball en avril 1993 pour rencontrer d'autres enfants. Ses parents venaient à chaque match et à chaque entraînement. Mais Eric, à l'époque, n'aimait pas rater les balles et supportait mal l'échec. Quand Eric a appris qu'il déménageait à Denver, il a commencé à porter fièrement une casquette du Colorado Rockies. Mais les déménagements consécutifs ne l'ont pas aidé à la socialisation. Ses relations ne tenaient pas dans le temps et ne permettaient pas un épanouissement social pour son âge. Peut-être que même si Dylan était son meilleur ami, il a développé un regard assez froid sur les autres gens. « Tu as été un bon ami », écrit-il dans l'annuaire d'Adam Pasty, un ami qu'il s'était fait à Plattsburgh. Il y rajoutera « Passe un bel été, je t'enverrai une chemise de Denver, vous allez tous me manquer. » En 1993, la famille Harris a déménagé à Littleton, dans le Colorado. Ils ont loué une maison à West Elmhurst Avenue. Wayne a pris sa retraite de l'armée et a pris un emploi à la sécurité des vols à Englewood. Eric a été à l'école Ken Carroll où il a rencontré Dylan Klebold. À la fin de la 8e année, Dylan et Eric ont tous les deux été récompensés pour leur réalisation en mathématiques. Pendant sa première année à Columbine, Eric a rencontré Brooks Brown dans le bus pour aller à l'école et ils sont devenus amis. Eric a aussi rencontré Nate Dickman en cours d'espagnol, puis a présenté Nate à Dylan. Le groupe est devenu de bons amis. Wayne les conduisait au match de football où Eric encourageait son frère. Au cours de sa première année, Eric a rencontré Tiffany Teifer en classe d'allemand et l'a emmenée à sa maison. C'était leur seul rendez-vous et quand elle a refusé de sortir avec lui pour un autre rendez-vous, Eric a organisé un faux suicide, étendu sur le sol avec du faux sang éclaboussé sur lui. En 1996, la famille Harris a déménagé au 8276 South Reed Street. Les personnes du quartier se souviennent qu'Eric jouait au hockey devant sa maison et qu'il aidait sa famille avec ses travaux de jardinage le week-end. Et quand il a obtenu son permis de conduire et son Honda 1986, il conduisait lentement et faisait des signes amicaux aux voisins. En 1996, Eric Harris a créé un site internet pour diffuser des niveaux du jeu Doom, mais il s'en servait également comme journal intime, où il expliquait ses ressentis, sentiments, événements, ce qu'il aimait pas et sa vie, et relations avec sa famille. Mais plus le temps avançait, plus les publications étaient de plus en plus violentes. Il aura même publié des méthodes de fabrication d'explosifs. En 1997, lorsque Harris y publia des menaces de mort sur son site internet concernant Brooks Brown, qui était l'un de ses anciens amis, la mère de Brooks Brown portera plainte auprès du bureau du shérif dans le comté de Jefferson. Bizarrement, les menaces publié sur le site internet de Eric Harris a été divulgué aux parents de Brooks Brown par Dylan Klebold. Eric, après cela, a commencé à tenir un journal des plans d'attaque de Columbine pour le 19 avril 1999. Puis quelque peu avant la fusillade, ils ont changé de plan soudainement au 20 avril. On a supposé qu'ils avaient initialement prévu d'attaquer le 19 pour coïncider avec les anniversaires de l'attentat à la bombe dans l'Oklahoma et le fiasco du gouvernement à Waco, mais personne ne sait vraiment pourquoi ils ont changé de date. Michael Guerra, l'adjoint du shérif du comté, découvrit que Harris avait publié une liste d'étudiants et d'enseignants à abattre en premier à l'école secondaire Columbine. Après enquête, Harris admit avoir des explosifs. Alors Guerra rédigea un rapport en vue d'obtenir un mandat de perquisition pour la maison des Harris. Mais il ne fut jamais transmis à un juge. Cette demande ne sera connue qu'en 2001, 2 ans après le massacre, grâce à l'émission télévisée 60 minutes, un magazine d'information américain produit par CBS News.
On apprendra également que quelques jours après le massacre de Columbine, de hauts responsables du comté s'étaient réunis en secret et avaient décidé de ne pas rendre public ce rapport. Pire, les fichiers de l'inspecteur Guerra concernant ce dossier avaient disparu des ordinateurs du comté. Mais des copies partielles ont finalement été retrouvées, même si le rapport intégral a été perdu. L'une des aspirations d'Eric était de rejoindre les Marines et il a même pris des mesures pour postuler. Bien que sa demande ait été rejetée peu de temps avant la fusillade, probablement parce qu'il prenait le médicament Luvox dans le cadre de sa thérapie de gestion de la colère. Médicament qui a été prescrit après la tentative de vol dans une camionnette par Eric et Dylan. Ils ont dû suivre un programme et Eric a même dû écrire une lettre d'excuse, mais dont il s'est vanté d'avoir manipulé dans son journal. Mon médecin veut me mettre sous médication pour arrêter de penser à tant de choses et arrêter de me mettre en colère. Eric n'a jamais reçu le message comme quoi il avait été refusé. Le recruteur n'ayant pas pu contacter Eric avant la fusillade. Cependant, la mère d'Eric avait mentionné lors du recrutement de Eric, pendant son entretien d'ailleurs, le fait que Eric était sous antidépresseur. Il est donc possible qu'il a été refusé car il prenait cet antidépresseur et qu'il ne l'a pas déclaré en postulant. Mais aussi qu'après cette séance de recrutement, il est su que les Marines ne le prendraient pas à cause des révélations de sa mère. Ses amis ont rapporté que Eric pensait qu'il n'entrerait jamais chez les Marines. Luvox aurait peut-être contribué à ce qui s'est passé. En effet, la plupart des antidépresseurs avertissent maintenant que leurs utilisations chez les adolescents peut augmenter les pensées violentes et ou suicidaires. Cependant, des amis d'Eric ont déclaré aux journalistes qu'ils pensaient qu'il avait arrêté de prendre le médicament peu de temps avant la fusillade. Donc, si tel est le cas, cela aurait pu déclencher une réaction encore plus violente car l'arrêt soudain de tout antidépresseur peut renforcer les effets secondaires négatifs. Les médecins savent maintenant que les antidépresseurs pris par les enfants et les adolescents peuvent augmenter la dépression et les comportements suicidaires. Columbine a été l'une des premières études de cas des sociétés pharmaceutiques qui ont décidé par la suite d'inclure des avertissements sur leur publicité. L'autopsie de Eric indique qu'il avait de faibles niveaux de Luvox dans son corps au moment du décès. Sans savoir combien de temps Eric a pris le médicament avant la fusillade et sans savoir combien il lui a été prescrit, il est difficile de dire si ce faible niveau de Luvox était dû au fait qu'il prenait activement un faible niveau du médicament ou parce qu'il était en train de l'arrêter. Chris Morris, l'un de leurs amis proches, expliqua lors d'une interview que Eric avait changé la dernière année de Columbine. Il passait de la joie à la colère et que du coup il prenait ses médicaments pour gérer son comportement. Dans le journal d'Eric, on peut y lire des passages violents et même eugénistes, comme ceci. Les gens qui ne connaissent que des faits stupides qui ne sont pas importants devraient être fusillés. À quoi servent-ils? Sélection naturelle. Les gens dépensent des millions de dollars pour sauver la vie de retardés. Et pourquoi? Alors bordel quoi? Il n'est pas normal? Tuez-le, éteignez-le de sa misère. Il n'est qu'une perte de temps et d'argent. Alors les gens disent... Mais il vaut le temps. Il est humain aussi. Non, il ne l'est pas. S'il l'était, alors il avalerait une balle, car il réaliserait quel putain de gaspillage et de fardeau il a été. La sélection naturelle, ce connard doit crever, tout comme ces petits merdeux de Richard de mon lycée. Ces connards pensent que leurs dollars les rendent supérieurs juste parce qu'ils sont nés dedans. Ich denk nein. Au fait, désolé n'est qu'un mot. Ça ne signifie rien pour moi. Tout le monde devrait subir un test, le test Ultimate Doom. Voir qui peut survivre en utilisant son intelligence et les armes militaires. Mettez-les dans le monde de Doom. Pas d'autorité, pas de refuge, pas d'excuses bidons. Tous les enculés de Richard demeurés, comme X censuré par le bureau du shérif. qui comptent sur les autres, sur la compassion ou sur leurs dollars pour réussir dans la vie, devraient passer ce test. Ça permettrait de se débarrasser des gros, des attardés mentaux, des handicapés, de tous les crétins, des imbéciles et autres ignorants de ce monde. Personne ne mérite de vivre sur cette planète, sauf moi et ceux que je choisis. Cette reprise du darwinisme permet pour Eric d'intellectualiser son acte et aboutir à une conviction que ce qu'il va faire est une mission nécessaire pour que la société qui l'a rejeté change. En souhaitant devenir une référence, il se compare à Dieu
pour essayer de se persuader lui-même de sa supériorité. Ce sentiment engendré par des années de manque de confiance en lui. Pour Eric et Dylan, la fusillade les faisait devenir surpuissants, supérieurs à ceux qui les avaient harcelés. Eric voulait qu'on se souvienne de lui et laisser sa trace. Il voulait être craint et se trouver dans une position où plus personne ne le mépriserait, plus jamais. Sa frustration était tellement grande qu'elle a débouché sur une envie de démontrer qu'il existait et qu'il pouvait être quelqu'un. Selon les experts, Eric possédait un trouble de la personnalité narcissique pathologique, avec des caractéristiques limites et antisociales, et également avec des traits paranoïaques. On peut d'ailleurs voir son sentiment de supériorité dans son journal. Mais les gens, c'est-à-dire les parents, les flics, Dieu, les enseignants, me disent quoi faire. Ils me donnent juste envie de ne pas le faire. C'est pourquoi mon putain de nom est Reb. Personne n'est digne, à moins que je ne le dise. Je me sens comme Dieu, et j'aurais aimé l'être, tout le monde étant officiellement inférieur à moi. Mais est-ce un sentiment de supériorité ? En réponse à cette frustration causée par les harcèlements dont il a été victime, ces humiliations qui lui ont donné son envie de prouver qu'il est supérieur à force d'avoir été considéré comme un loser. Souvent, les victimes d'harcèlement imitent leurs harceleurs. Et c'est ainsi que Eric et Dylan sont devenus de plus en plus haineux et associables. Eric allait mal, le rabaissement de certains camarades et toutes les rumeurs d'homosexualité entre lui et Dylan l'ont atteint moralement, et il a pris comme responsable la société, les gens et son fonctionnement. Et il s'est construit cette carapace de personnes supérieures à la masse pour créer sa vengeance et son mobile. N'oublions pas ses écrits de son journal rempli d'informations mais aussi de rage, voire de désespoir. Les tueurs de masse sont dans une logique suicidaire qui cherche à tuer le plus possible, et généralement se suicident ou se laissent tuer après l'acte. Ils ne cherchent pas à tuer une personne en particulier, même si Eric et Dylan n'aimaient surtout pas les sportifs. Ils ont tué plusieurs profils de personnes dans ce lycée. Le suicide représente pour eux le contrôle de leur destin face à une société qui semble de 1, décider pour eux, et de 2, les rendre dépressifs. Eric vouait aussi une certaine fascination pour Hitler et possédait une idéologie raciste, antisémite et homophobe. Dans la vidéo testament de Eric et de Dylan qui n'a pas été rendue publique, filmée dans la cave de Eric, Dylan parle à Harris d'une fête juive. Eric lui demanda « Alors, tu es juif ?» Dylan dit « Oui, un peu ». Les images, apparemment, selon la mère de Brooks, montraient que Eric aurait pu retourner son arme contre Dylan, mais qu'il avait juste dit « C'est dommage. » La veille du massacre, Eric aurait rempli un formulaire de l'école où il aurait laissé un message. On peut y lire « Ce message a été posté dans une salle de chat en ligne américaine à 8h41. Élu. Nom du membre, Eric Harris. Passion, aujourd'hui est mon dernier jour sur Terre. Ordinateur, soyez prêts. »